si on m'entend. Est-ce que peut-être, Tom, tu peux vérifier en même temps sur Twitch si on nous entend bien, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, Tom, on Une compte sur nouvelle toi. fois, sur Twitch et YouTube, puisqu'on est en direct, on est en direct sur les deux plateformes. Pour donc cette dernière émission de notre grand dispositif Euro 2024. L'ambiance est folle avant la finale. Là. L'ambiance est dingo. folle. Je ne l'ai pas précisé, mais on est en direct évidemment de la Cité Fertile. Une nouvelle fois, 14e fois je crois en un mois. Qu'on remercie évidemment chaleureusement de nous avoir accueillis pendant toute cette compétition. Une dernière mission qui sera dédiée à Guillaume Martin. C'est sa stratégie de reprendre du temps dans des échappées. Et qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne jamais. Voilà, on s'est plutôt délecté du Tour de France que de l'Euro ces derniers jours, donc petite référence Tour de France pour commencer. Non, une émission qui sera dédiée évidemment à un gros débrief de cet Euro 2024, qui n'a pas été l'Euro le plus flamboyant de l'histoire de l'humanité, je crois. Non, on s'est fait chier. Ouais. Je suis content que ça se termine. Et donc pour m'accompagner, vous avez vu ce soir, je suis avec Alex, Flo et Zach. Tom est au platine, il nous rejoindra aussi pendant le... Alex, un petit bonjour. Bonsoir. Waouh. Ouais, c'est bien, engageant. ça marche bien vos émissions en tout cas, vous. Messieurs, un premier avis sur cet Euro 2024. Tiens Flo, je te sens en forme, je vais te laisser la parole pour la première fois. Avant qu'on le perde complètement. On a un peu fait la teuf avec Flo hier, donc je pense qu'on est... C'était pas prévu du tout qu'on termine à cet heure-là ni dans cet état-là en plus, donc les vestiges sont difficiles. Ouais. Mais ça ne nous a pas fait oublier cet Euro cataclysmique qu'on vient de vivre. Je ne sais pas si le climat politique en France, en Europe, si l'approche des Jeux Olympiques ou d'autres événements sportifs, mais qui est quand même assez classique tous les 4 ans, nous a sclérosé cet Euro. Mais on s'est clairement fait chier. Je pense que de matchs intéressants à enjeu d'un réel haut niveau, on a probablement eu que le Allemagne-Espagne en quart de finale. Ouais. Sur lequel aussi on va le dire parce qu'on était très souvent à la Cité Fertile, notamment pour les phases finales. C'est le seul où on n'a pas râlé quand les prolongations arrivaient. Alors que dans tous les autres matchs, dès qu'il y avait une occasion ratée ou une faute, le but libérateur de Watkins, d'Ollie Watkins mercredi soir, on n'en pouvait plus de cette purge encore une fois. Globalement, d'un point de vue du jeu, un bien triste Euro. Ouais. Beaucoup d'équipes qui n'ont pas été au rendez-vous. Je pense qu'on va faire nos petits top flop après, mais très déçu par cet Euro, qui est quand même, je trouve, dans la lignée des derniers Euros. 2012 avait été marqué par une équipe d'Italie ultra flamboyante et évidemment une Espagne au sommet. 2016, on avait eu le beau parcours de l'équipe de France et à domicile, on avait vibré un peu, mais sportivement, c'était une calamité l'Euro 2016. Et l'Euro 2021 n'a pas été beaucoup plus joyeux en termes de qualité de jeu. Oui, voilà, il y avait eu l'Islande en 2016, mais c'était rigolo qu'ils se tapent les Anglais parce que les Anglais savent pas jouer au foot, mais à part ça. They're coming home. C'est eux qui rentrent à la maison. Ouais. Mais oui, de manière générale, je crois que c'était un des pires euros en termes de buts marqués. Je crois qu'on était aux alentours de 2,3 buts marqués. Non, là, celui-ci. Ouais. Je crois que c'est 2,3 buts. J'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est en dessous des 3 buts par match déjà. Mais est-ce que, Flo, tu disais, au-delà de la qualité du jeu qu'on a vu, moi, j'ai jamais vécu un Euro où tout le monde s'en bat autant les couilles. Je veux dire, en France. Ouais, mais je pense qu'il y a le contexte politique qui a joué beaucoup pour le coup. Ouais, c'est sûr, les JO aussi. Mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai des potes qui me disent ah, il y a l'Euro là. Ouais. Tu vois, vraiment. Ouais, clairement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a de ça aussi parce que je pense qu'au-delà du contexte politique, l'équipe de France n'a pas su du tout nous entraîner et nous donner envie de la soutenir en plus du contexte. Et je crois que c'était votre cas aussi. Mais moi, l'équipe de France est sortie. C'est la première fois que j'étais totalement indifférent. Tu sais quoi, on va commencer, on va faire ce petit point équipe de France là pendant 5 minutes, histoire qu'on leur casse une dernière fois la gueule. Et puis comme ça, une fois après, c'est bouclé. Mais je pense que tu as raison en fait là-dessus. Moi, c'est là-dessus qu'on peut faire le plus gros reproche à Deschamps, je pense, c'est qu'il n'y a plus aucune empathie pour cette équipe. Il y a tellement aucune proposition de jeu, et même Deschamps, en fait, moi, je pense que c'est là aussi que se fait la rupture, c'est le comportement du gars qui a encore une nouvelle fois été évidemment odieux. On n'est pas revenu sur la conférence de presse d'après-match, après l'Espagne, où il dit mec, évidemment que je vais être là en 2026. C'est-à-dire que cette équipe de France n'a plus l'amour des Français, mais elle a même le désamour des Français de par la piètre qualité de jeu qu'on voit quand même depuis des années sans gagner, parce que depuis 2018 on ne gagne pas, parce qu'on a des joueurs qui sont insupportables et parce qu'on a un coach qui se fout de la gueule des Français. Enfin, on a quand même les joueurs phares surtout. Les joueurs phares sont insupportables. Exactement, mais même Ousmane Dembélé, c'est plus une erreur de communication, mais qui, je pense, est infusée dans la tête des joueurs par Deschamps. C'est vous n'êtes pas content de la façon dont on joue, changez de chaîne.
mais enfin, pardon. Non, on va pas changer de chaîne, on va continuer à regarder l'équipe de France. Par contre, on s'attend à ce que vous proposiez autre chose. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un manque de. C'est clairement un manque de respect en fait de la part des grandes têtes de l'équipe de France par rapport au public, je trouve. Et voilà, je pense que ça contribue au truc. Oui, en fait, il y a peut-être un truc dont on n'a pas eu le temps de parler après la déroute contre l'Espagne, parce que c'est vraiment un match qui ressemble à de la soumission pendant 90 minutes. C'est aussi toutes ces histoires de privilèges qui ont été donnés à Kiki. Flo, il dit des cadres insupportables, mais en fait, il n'y a que Kylian qui est rendu insupportable presque par Deschamps, tu vois. C'est-à-dire que pris isolément, je crois qu'il arrive à bien le faire tout seul, être insupportable. Non, mais d'accord. Non, ça, il n'a pas besoin de Deschamps. Hein. Le reste de l'année, il est assez imblairable. Il y a cette phrase mythique de il est perturbé à cause des législatives. Ça, c'est quand même dingo. Mais Deschamps, je pense que c'est juste pour ce genre de truc qu'existe Twitter, en fait, je pense. Ouais. Pour avoir des vannes après, des trucs comme ça. Des petites sorties comme ça. Et c'est rigolo, j'entendais un débat parallèle là-dessus où il disait les journalistes n'auraient pas dû sortir cette info. Mais en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, que les proches de Mbappé veuillent communiquer là-dessus. Genre de se dire qu'ils sont à ce stade de prise pour des comptes, de prenage pour des comptes de la population française, en mode il est préoccupé et donc il joue moins bien à cause des législatives. C'est un truc de malade. Genre qui va se dire ah ouais, c'est vrai, putain. Mais c'est vrai que Kylian, c'est un mec qui est très impliqué dans la société française. Mais vraiment, c'est vraiment le macronisme à l'état pur, ça, pour moi. Tu sais, à chaque fois que tu as un ministre. Il a atteint son point Godwin en moins de 3 minutes. Il a atteint son point Godwin en moins de 3 minutes. Il y a un comparatif qui est dingo. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un ministre qui fait de la merde, à chaque fois qu'il y a un ministre qui fait de la merde, tu as toujours un journal qui dit oui, Emmanuel Macron serait très énervé au sommet de l'État. Ben mec, t'as qu'à pas les élire, tu sais quoi, à faire des dingueries. Et c'est exactement pareil que Mbappé, là, je trouve. Non ? Personne veut. Vous voulez pas insulter un peu, non ? Non, nous on aime bien la Macronie. Ouais. Oui, le Mbappé de toute façon, c'est déjà mis une partie de la France, des fans de foot en France à dos ces derniers mois avec sa situation avec le PSG, qui même, je pense, au-delà des supporters du PSG, avait agacé beaucoup de monde. En fait, c'est le traitement médiatique qui est insupportable autour de ça aussi. Mais bien sûr. Non, et aussi au-delà de ça, moi je trouve que Mbappé y a contribué, mais c'est juste que je sais pas si c'est parce qu'on s'est emmerdé, mais ça parlait que de lui, que ce soit dans les après-matchs sur les chaînes, tu vas sur Insta, sur les réseaux, mais des infos mais dont on n'en a rien à faire, tu vois. Et c'est peut-être la faute de Deschamps, mais celle d'Mbappé aussi d'avoir voulu s'imposer comme une personnalité people. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Mbappé en France, pour les gens qui suivent pas le foot, c'est plus une personnalité people qu'un joueur de foot. Et à force, ça va lui desservir sur le long terme. Paradoxalement, les gens qui suivent pas le foot en France, ils sont pas écœurés de Mbappé. Ils sont pas en mode. Tu sais, c'est des gens comme ça où quand tu parles avec eux au taf ou quoi, et qui te posent la question, ils te disent ah c'est dommage qu'il aille à Madrid et tout, et toi tu réponds je sais pas, je pense que ça va faire du bien à tout le monde parce non, moi j'ai dit bon débarras. Non, moi j'ai dit bon débarras. Ouais, mais c'est ça, c'est dire toi tu le dis avec tes mots à toi comme d'habitude. Parce que tu n'as aucun savoir-vivre, Flo. Mais c'est dire ça va faire du bien à tout le monde, à lui, aux Français qui vont un peu prendre de la distance et le revoir comme un joueur, s'il a envie de rejouer au foot, un joueur exceptionnel. Mais juste là où je voulais revenir sur Deschamps, c'est que c'est la première compète où il perd son vestiaire. C'est ça qui est quand même très fort. Je sais pas s'il l'a perdu. C'est un peu les infos qui sont sorties en plus ces derniers temps sur alors sans dire qu'il y a une perte du vestiaire, mais une réelle et une profonde incompréhension des joueurs sur tout ce qui se passait en termes de tactique et de jeu, pas forcément en dehors, mais aussi une incompréhension. Apparemment, il y a eu un épisode qui a marqué les joueurs, c'est le changement d'organisation du vestiaire de place où le seul qui n'a pas été modifié, ça a été évidemment Kylian Mbappé. Dembélé, Colomboigny, ouais. Et il y a eu aussi ces histoires à l'entraînement de séances physiques où Mbappé était le seul à être exempt parce qu'il fallait le reposer, et où tout le groupe commençait à se plaindre auprès de Deschamps. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas encore, je ne sais pas si on peut parler de clan, mais je pense qu'à minima, il n'y a pas d'esprit de groupe dans cette équipe-là. En tout cas, juste, on l'a vu par exemple. Finesse managériale, est-ce que Deschamps n'a jamais. Oui, ce qui a toujours été sa qualité normalement dans la gestion des groupes. Sa seule qualité. Mais tout ça a commencé au moment où il a décidé de donner le brassard à Mbappé et de construire l'équipe autour de lui, alors que la grande force de Deschamps, notamment en 2018, ça avait été de réussir à créer un collectif et non pas autour d'une seule personne. Donc voilà, moi franchement,
si on doit se projeter un peu sur cette Coupe du Monde 2026 qui arrive, je pense que ça va tourner au drame assez rapidement. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on va sortir en poule, etc. Mais tu vois, je pense que rapidement, tu peux avoir une très mauvaise surprise comme contre la Suisse. Est-ce qu'on a des infos sur les bus et les cars aux États-Unis et au Mexique? La taille, la couleur des rideaux Je ne sais pas. Ce qui me déçoit aussi beaucoup sur Deschamps, c'est que ces dernières années, il marchait beaucoup autour de la symbolique, de cadre, il essayait de montrer une cohérence. Et moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est qu'en fait, j'ai été beaucoup déçu avant par Giroud, par exemple, mais qui, là, pour moi, un dernier Euro méritait d'être titulaire. Pour moi, c'était vraiment une logique. Il a effacé Griezmann très vite au fil de la compétition, ce qui fait qu'en fait, tu perds tes cadres, tu te retrouves avec une équipe où nous, en tant que spectateurs, déjà que ça joue mal, on comprend plus la cohérence autour de cette équipe. Il y a un match dont on parle très peu et qui symbolise tout cet Euro, c'est le match contre la Pologne, où tu démarres avec, je l'ai dit 277 milliards de fois ce milieu à 3, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, dégueulasse. Tu dors plus la nuit, Alex. Refus de jouer. Tu donnes 0 minutes. Pourquoi Giroud il démarre pas? Tu donnes 0 minutes à des mecs qui méritaient de ouf au milieu, de au moins être dans la rotation, quoi. Et t'abordes le match d'une manière défensive ultra dégueulasse pour au final sortir un pauvre un partout. Et je pense que c'est là déjà où il se coupe d'une partie de son vestiaire. Et surtout, tu envoies ce message-là, comme tu dis, face à la Pologne, qui était vraiment une des 3 équipes les plus faibles de ce tournoi. Moi, je trouve il n'y avait rien à proposer. Et le minimum, ça aurait été de se rassurer en jouant. Mais on a pas mal parlé de Mbappé. Il y a un joueur qui, je pense, n'a pas posé problème, mais dont le spleen était très visible sur cet Euro, et c'est Griezmann. Et à la fois le niveau de jeu qu'il a eu, et ça lui est probablement imputable, mais son utilisation, sa façon, aux yeux de l'héritage de Griezmann dans l'équipe de France depuis plus de 10 ans maintenant, honnêtement, l'Euro qu'il a vécu, pour moi, est encore plus que par rapport à Mbappé, le symbole de cette équipe de France. Mais nous, c'est qu'on n'a pas reconnu Griezmann comme on n'a pas reconnu l'équipe de France. Et ce qui est bizarre, c'est que sportivement, il est arrivé dans une très bonne forme. Et nous, on l'avait présenté avec Yacine Amnen dans l'interview que j'avais fait avec Yacine sur les enjeux tactiques de l'équipe de France avant l'Euro, comme le dépositaire du jeu. Et on voit qu'en fait, on ne l'avait pas vu en 2022, pardon. Il avait eu ce rôle très important, alors beaucoup plus défensif que ce qu'on avait vu en 2021 et en 2018, mais il faisait quand même ce lien entre ce milieu très défensif et cette attaque. Et on avait quand même eu des phases de jeu où il avait été très intéressant. Alors pas sur la finale où il avait fait un match catastrophique, mais non, mais contre l'Angleterre par exemple. Contre l'Angleterre, exactement. Ouais. Mais là, on l'a pas vu du tout sur ces questions-là. Je sais pas si c'est la meilleure joueur de la compète. Français peut-être, oui, parce que tu as oui, tu as Mbappé. Bon, bref. Il est top 3, tranquille. Oui. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé est en vacances sur son yacht avec des mannequins. Mardi, présentation à Madrid. Donc, mardi à Madrid. Alors, moi, j'ai un pari à prendre, messieurs. Dans l'histoire, la grande histoire, qui veut comme grande histoire du storytelling de la carrière et de la vie de Kylian Mbappé, je suis persuadé dans les 2-3 prochaines années qui vont arriver qu'il y a une retraite internationale. Un petit peu à la Zizou, un petit peu à la Zizou, pas longue parce que il veut continuer à marquer l'histoire et notamment en Coupe du Monde. Il y a des stats à faire. Moi, exactement. Les stats, je pense que sa limite sera les la stats. passe de Cristiano, tu vois, je le vois comme Zidane en fait, comme Zidane. Non, au contraire. Comme Messi avec l'Argentine. Comme Messi avec l'Argentine, sans rater de Coupe du Monde, sans même peut-être rater d'Euro, parce que l'Euro, contrairement à la Copa América, c'est tous les 4 ans. Ah, tu veux dire qu'il va sécher tout ce qui est match de qualif, ouais, match amicaux, mais comme Zidane en 2005. Une Zidane 2005 où pendant un an et demi, on le voit plus, il revient comme le sauveur. Et je pense que lui, pour son storytelling, ça va être un sujet. Est-ce que ça sera avant ou après la Coupe du Monde 2026 ? Je ne sais pas. Et je pense qu'il va le faire avant 2026. Et que ça lui permette de pousser Deschamps un petit peu dehors. Quoi qu'il, il le fera jamais avant d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec de la marge. Après, ça va arriver assez rapidement. Ça. Ouais, mais bon. Moi, je voudrais juste, parce que je pense qu'on va clôturer sur l'équipe de France. Parce que moi, j'en peux plus de parler de cette équipe de France. Ouais, mais juste, et c'est Zach qui a abordé ce point-là, c'est s'il n'y a pas eu aussi, et c'est en fait ce dont on parle dans ce média depuis un moment, c'est de comment t'emmènes une équipe, comment t'emmènes un public avec toi. Et s'il n'y a pas eu aussi ce suivisme autour des Bleus, c'est évidemment parce que c'était dégueulasse, ça fait des années qu'on le dit. Et juste quand Deschamps il dit de manière pédante aux médias suédois, en gros, si vous n'êtes pas content, vous allez regarder du cirque. Je sais plus, je crois que c'est Derzakarian qui avait dit ça à l'époque, Flo, ou un truc comme ça. Mais juste quand tu te braques avec ton public et qu'en fait tu ne considères même pas le foot comme un divertissement, faut pas s'étonner que derrière tout le monde ait envie de te voir dehors. Donc
Merci beaucoup. Et puis on s'arrête là, on se quitte dans amis. Le plus frustrant, c'est qu'il envoie déjà un message pour 2026. En fait, c'est qu'il y aura des matchs amicaux où des fois ils tentent des choses, des systèmes, du jeu plus offensif. Mais malgré ça, on sait à quoi s'attendre en 2026. Ça va être le même type de compétition basée sur la défense et rien à proposer. Et malheureusement, j'espère après 2026 qu'il partira enfin parce que je pense qu'on est déjà tous déçus de le voir continuer. Malheureusement, il a un peu une immunité quand même avec les résultats qu'il a parce que finalement, ça enchaîne des demi-finales, des finales. Donc sur les résultats, c'est sûr que c'est dur de le virer. Mais moi, j'ai très peur de la Coupe du Monde 2026 et j'ai peur qu'on soit aussi, comme tu dis, pas du tout emmené par cette équipe et blasé limite de devoir la regarder dès les phases de poule. Ouais, il est en train de virer. Il me fait penser à Mourinho dans la fin de tous ses clubs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a un vrai parallèle à faire. Ouais. Je suis d'accord. Il est en train de se braquer, de se couper avec le public et il n'y a que son groupe qui compte. Bon, mais la vraie bonne nouvelle pour le football français, c'est qu'on a un diffuseur. On a un diffuseur, voilà, DAZN, qui a annoncé donc là, ce week-end dans la réunion dans le conseil des clubs de Ligue 1, qu'il souhaitait mettre en place une chaîne à 40 € par mois. 40 € par mois, 30 € si c'est avec. Non, 40 € par mois sans engagement, 30 € avec engagement de 12 mois. Tout va bien, 8 matchs de Ligue 1. Hein alors, juste c'est hors Flo, de prix. il attend de se dire, putain, 30 balles pour Auxerre tous les week-ends, ça fait un peu rush. Ouais, ça fait un peu rush. Putain, je vais aller dans Lyon finalement. La Ligue 2 est déjà. Oui, la Ligue 2. Non, enfin, je te rappelle que Auxerre est en Ligue 1 l'année prochaine. Oh là là, Alex, ça va pas du tout là. Non, mais alors. Mais le Red Star, par contre, est en Ligue 2. Il est fou. Non, bonne nouvelle. Je sais. Alors, juste DAZN, c'est pas non plus la chaîne Ligue 1 d'Amazon. DAZN propose d'autres compétitions sportives aussi. C'est-à-dire que oui. Voilà, c'est pas uniquement 40 € pour juste 8 matchs sur 9 de Ligue 1, mais ça reste hors de prix. Et encore une fois, c'est juste le. Alors juste pour info, pour rebondir à ce que tu dis, parce que c'est important quand même à ce prix-là, DAZN propose le MMA, mais les combats de boxe de ouf, il faut payer. Ouais, c'est un il faut payer en plus. C'est un pay-per-view. Donc croyez pas non plus que pour 40 balles vous allez avoir. Bon, bref, ça pue la merde, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Revenons sur cet euro, messieurs. Et je vous propose qu'on parle un petit peu des points que vous avez appréciés. Peut-être commencer par les équipes. On pourra peut-être se focaliser un peu sur les joueurs après. Zach, je te laisse commencer. Est-ce qu'une petite équipe coup de cœur pendant cet euro? Ouais, écoute, je vais pas forcément parler des plus grosses équipes. Moi, déjà, j'ai beaucoup aimé la Suisse. Attention, parce que tu es en train de prendre la petite attitude de hipster de Tom, là. C'est pour ça que Tom, on l'a pas fait venir sur cette question-là, parce que si on lui demande les équipes qui lui ont plu pendant l'Euro, on en a pas. Enfin, on a que jusqu'à 20h15. On aurait passé 25 minutes sur la Roumanie, du coup, donc compliqué. Ouais. Mais non, j'ai bien envie de parler de la Suisse quand même, moi, qui pendant les previews, on nous avait dit que c'était pas une équipe au top de sa forme, qu'il fallait pas en attendre grand-chose. Et finalement, il y a eu tellement peu de jeux dans cet Euro que je pense que dès qu'une équipe proposait un peu de jeu, ça m'a fait plaisir. Et j'ai retrouvé ça avec la Suisse, où ça ressortait très bien par des défenseurs qui font l'effort de relancer, de construire quelque chose. Et ils ont un peu montré leurs limites face à l'Angleterre. Je pense pourtant ils ont fait 10 très bonnes minutes face à l'Angleterre où on a retrouvé ce jeu-là. Et le rapport de force s'est un peu inversé. Ils n'ont jamais réussi à retrouver ça. Mais en fait, toutes les lignes, ça proposait quelque chose. Il y a eu des belles révélations. Je pense on parlera des joueurs après, mais à Ebischer, à Dan Endoy et des Olivier Jarose. Olivier Jarose, ouais, bien sûr. Exceptionnel, Olivier Jarose. Et du coup, assez frustré d'avoir vu toutes les équipes qui sont sorties contre l'Angleterre ne pas continuer. Parce que. Ouais. Il ne savait pas qui c'était. Ouais, parce que là, il se dit c'est le latéral gauche remplaçant, non? Olivier Jarose. Attends, ça me dit rien, Olivier Jarose, je ne l'ai pas vu celui-là. Plutôt latéral droit, Olivier Jarose, quand même. Ouais, mais vraiment bien à droite. Je n'ai pas voulu réagir. Vas-y, finis sur la Suisse, pardon. Non, donc la Suisse qui m'a beaucoup plu. Okay. Et même une deuxième équipe qui n'est pas allée très loin, mais qui m'a bluffé, c'était la Slovaquie face à l'Angleterre, où en fait on parlait beaucoup d'un euro très tactique. La Slovaquie a montré qu'on pouvait être une équipe tactique, mais proposer un beau jeu tactique. Ça veut dire que ça avait quasiment pas la balle, mais dès qu'il l'avait, il savait quoi en faire. Ouais. Lobotka en plaque tournante qui était génial dans ce rôle-là, et ça montrait qu'en fait tu peux défendre, mais savoir proposer quelque chose derrière. Donc la Slovaquie devrait donner exemple à Didier Deschamps, je pense, de lui donner quelques conseils, parce qu'il y a des choses à prendre, je pense, chez eux. Flo, Tadej Pogacar et puis Tadej Pogacar. Non, équipe. Moi, c'est la Géorgie. Ouais, j'ai adoré la Géorgie aussi. On a tous adoré la Géorgie et
on a tous ce petit côté curieux de voir une équipe qui ne s'est pas qualifiée ou qui ne s'est jamais quasiment qualifiée à une grande compétition internationale, et c'était le cas pour la Géorgie. Et on sent un engouement probable au pays et dans le public au pays qui se retranscrit sur l'équipe nationale. Mais la Géorgie, c'était pas que ça. C'est-à-dire que si on se souvient de la surprise qui va était nous faire l'Islande. toute l'histoire de la Géorgie, tu vois. Non, non, mais si on se souvient de l'Islande en 2016. Alors, reprenons à la chute du mur. Alors, Tbilissi. Non, mais si on prend par exemple l'Islande en 2016, c'était sympa, il y a eu une belle expérience. Il y a eu l'élimination d'un très gros avec l'Angleterre en 8e de finale. Mais l'Islande, en termes de qualité de jeu, c'était quand même assez pauvre. La Géorgie a proposé un jeu franchement sensationnel, avec des schémas de passe, un jeu tactique qui était clair et franchement plutôt ambitieux. Et avec une vraie connexion devant. Des joueurs techniques, une vraie connexion devant, un gardien qui a fait partie des meilleurs de la compétition. Et qui va probablement en Liga, qui était très bon, David avec Valence, qui était très très bon cette saison. Il va probablement signer dans un club un peu plus. Comment ? Il va probablement signer dans un club un peu plus huppé cet été. Oui, c'est probable. Mais il y avait pas mal de rumeurs qui avaient tourné sur lui. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la Géorgie. Et puisqu'on fera les tops des joueurs, mais pas forcément des matchs, je pense qu'ils nous ont offert l'un des 3 plus beaux matchs de cette compétition contre la Turquie. 2 des 3 plus beaux matchs même, je pense, parce que le match contre le Portugal était super. C'est vrai que le match contre le Portugal était bien aussi, mais le match contre la Turquie, des deux côtés, même contre l'Espagne où il se passe quelque chose, où ils ouvrent le score, bon après ils craquent. Exactement. Enfin pour le coup. Et donc Non, mais Tom disait tous les matchs, mais pas loin. Hein. Franchement, moi, ça tu va savais que la être Géorgie cœur, jouait, t'allumais la télé, tu vois, tu te disais, il faut que je mate ce match. Quoi. Alors que personne n'avait jamais dit ça avant. Ouais, la Géorgie, je vais allumer ma télé. À part Tom, Tom, non, mais tu te dis Willy Sagnol le coach, la Géorgie, bon t'as Kvaratskhelia qui t'excite un peu, mais sinon c'est pas tu vois, c'est pas le premier truc que tu vas checker sur cet Euro. Non, et ça a été, moi j'ai trouvé presque l'équipe la plus séduisante sur l'intégralité de cet Euro. Et donc la Géorgie sur la très bonne surprise. Et pour aller juste dans ton sens, il y a eu des débats après post-Euro en disant qu'ils avaient une tactique plutôt défensive et que c'était assez basique en mode que de la contre-attaque. Moi, je trouve que même dans le pressing, c'était hyper intéressant. Ouais, mais ça, c'est les gens qui sont restés sur le 8e de finale où ils ont ouvert le score contre les Espagnols et où ils ont beaucoup défendu contre les Espagnols. Je l'ai vraiment beaucoup entendu, hein, comme si, tu vois, ils réduisaient ça à ça. Moi, j'ai pas vu une équipe se comporter comme une petite équipe, en tout cas. Je les ai vus avec de l'ambition et la volonté d'aller gagner, tu vois, et de pas subir les matchs, quoi. Quand ils perdent effectivement contre la Turquie, le scénar, c'est quand même ils perdent 3-1 parce que tu as Mamarashvili qui monte sur le dernier corner, tu vois. Exactement. Donc et ils ont surtout 2 énormes occasions de égaliser. Donc non, Géorgie, moi, c'est ma très très bonne surprise. Et après, puisque tout le monde va vouloir faire son petit hipster en sortant une équipe qui n'était pas forcément attendue, non, moi, c'est l'Espagne. Mine de rien, l'Espagne, en termes de qualité de jeu chez les gros, c'était largement supérieur à tout le monde. Et surtout, c'est une Espagne qu'on n'a pas trop vue. On a tous été habitués ces 20 dernières années à y voir une Espagne très forte avec une ossature des joueurs du Real et du Barça. Je vous mets au défi aujourd'hui de me citer un joueur de l'Espagne qui est un top 5 à son poste. Et pour autant, c'est une équipe, ça peut se discuter sur un ou deux joueurs, mais il y a, à part Rodri, j'en vois pas forcément. Carvajal, il vieillit, hein, mais ça reste, ça reste une référence incroyable, hein, franchement. Mais j'aime beaucoup aimer cette Espagne qui n'était pas forcément sclérosée par le Real ou le Barça, voire même l'Atlético. Très joueuse, très jeune, pardon. Et j'espère qu'ils gagneront ce soir. Je suis désolé, Tom. Et surtout, je pense qu'on va les voir dans les années qui vont venir, parce qu'ils ont une ossature d'équipe qui est très très jeune. Ce que je disais dans l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, il y a une génération qui arrive, qui est très prometteuse, avec des joueurs qui... typiquement, par contre, un mec comme Lamine Yamal, je suis pas sûr qu'il fasse une carrière jusqu'à 35 ans, par contre. Il a typiquement le profil de l'ailier qui sort avec beaucoup de talent, mais en fait, quand tu repenses à... Ansu Fati. Exactement, c'est exactement Ansu Fati. On a fait la même comparaison. Mais c'est souvent comme ça avec les joueurs qui commencent très tôt aussi. Mais c'est marrant parce qu'on faisait le parallèle aussi. Je me posais la question, je m'interrogeais de savoir si... après le petit creux sportif qu'a connu l'Espagne, mais pas que footballistique, de manière générale, est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver une nouvelle génération de sportifs espagnols qui va s'imposer? Aujourd'hui, on a encore eu Carlos Alcaraz. Pedro Acosta. Je jouais Enzo, donc du coup, je vais parler de Pedro Acosta. Mais même, Juan Ayuso. Même dans l'attractivité du championnat, tu vois, c'est juste un hasard. Hein, je sais que tu vas faire une blague en mode arrête de me parler de Mbappé, mais c'est quand même une drôle de coïncidence que tu arrêtes Alex de parler de Mbappé signe l'année où l'Espagne retrouve un jeu sexy avec des mecs qui brillent. Ça va lui mettre un petit peu de pression, je pense, le cousin Kylian. Et même, tu vois, un mec comme Dani Olmo,
qu'on connaît tous, qu'on a tous vu plein de fois à Leipzig et qu'on pense avec un vrai plafond de verre. Moi, je trouve sur 7 euros, moi, je pensais vraiment pas qu'il aurait ce niveau-là en sélection. Moi, je trouve que ça a toujours été un des joueurs les plus, un des joueurs les plus intelligents. J'adore. À l'image de ce petit truc avec Lucas Hernandez, là, tu sais, quand il va poser le ballon sur la ligne de touche. Oui, là, en Ligue des Champions, ça. Je sais plus si c'était en Ligue des Champions. Oui, ou en championnat, c'était peut-être en championnat. Oui, c'est un mec brillant, mais moi, je pensais qu'il plafonnerait un peu. Et bon, après, on connaît l'histoire des joueurs qui performent sur des euros et qui après sont achetés une fortune en club et qui donnent pas forcément satisfaction. Mais je suis agréablement surpris. Et pour continuer, moi je me permets d'enchaîner, Val, parce que vous avez cité la Suisse, l'Espagne, la Géorgie. J'ai pas envie de vous citer une autre équipe alors que je me suis globalement fait chier sur 7 euros. Mais pour aller dans ton sens, Flo, il y a quand même pas mal de mecs dans cette équipe espagnole qui sont je pense au max de ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Je pense qu'à Fabian Ruiz, il ira pas plus haut. Yaourt nature. Comment ? Yaourt nature, comme dit Walid Acharchour. Ah, il dit ça ? Des joueurs yaourt nature, des trucs un peu. Fabian Ruiz, c'est un yaourt 0%, mais à la cerise, quoi. Il est à la cerise, le yaourt. Tu le laisses un peu dans le fond de ton frigo parce que t'as pas envie, mais. Un peu fadasse. Là, il a pris plein de sucre là, quand même, pendant la compétition. Ouais, il a pris sucré. Quand il passe au milieu de 3 Allemands comme ça, t'es en mode. C'est en une touche, quoi. Il fait une. Je sais pas, il se pousse le ballon, il oriente son ballon et il sort d'un pressing de malade. Tu te dis, ok, tu sais faire ça, mec. Fabian Ruiz is the new Iniesta. Je suis là, mon vieux. Petite blague du compte ActuFoutre sur Twitter. ActuFoutre. ActuFoutre ? ActuFoutre. Oula. La présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être reportée. Le génie français est en effet très perturbé par la situation de Donald Trump et s'inquiète pour la démocratie américaine. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc Suisse pour la structure, je suis d'accord. Espagne évidemment et Géorgie pour l'excitation. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Tom, si tu nous cites les Anglais, je te. Non, voilà, non, on se barre. Vraiment pas. Une équipe. Rage quitte, ouais, carrément. Non, ce serait évidemment très moi de dire la Roumanie, qui nous a excité pendant 2 matchs. Attention, Tom. Hein. Attention. Ça va partir. Mais je trouve que à quel point c'est passé près pour l'Allemagne, c'est un peu dommage de les mettre de côté, de se dire c'est vraiment pas passé très loin et qu'ils auraient pu être en demi-finale, voire même en finale, parce que les Allemands, sur la performance de jeu qu'ils montrent sur 2-3 matchs, je pense qu'ils ne sont pas au top du top contre l'Espagne, mais ils auraient probablement battu l'équipe de France aussi. C'est eux qui mettent le plus en difficulté l'Espagne sur la compète. Oui, je suis d'accord. Ouais, et je pense qu'ils seraient passés contre la France et qu'on aurait eu l'Allemagne en finale et ça aurait été complètement logique. T'aurais aimé voir l'Allemagne aller plus loin ? Je ne sais pas si j'aurais aimé les voir plus loin, mais en tout cas, c'est l'une des équipes qui m'a plu sur ce tournoi, avec plein de joueurs qui... Non, je partage. Voilà, il y a plein de joueurs qui vont faire l'avenir de l'Allemagne. Ils sont un peu entre 2 générations, parce qu'ils ne pourront pas faire 2026 avec Füllkrug comme titulaire. Mais même au-delà de ça, il y a quand même pas mal de cadres qui vont partir à la retraite. Oui, je suis pas sûr qu'un Neuer, Kimmich, Toni Kroos, Jonathan Tah même peut-être. Oui, mais même Rudiger, il pourrait s'arrêter là-dessus aussi. Bon, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi des jeunes aussi qui pourraient continuer au moins 1, 2, 3 tournois, voire même 5 ou 6 comme Wirtz et Musiala. Mais il y a du talent dans cette équipe-là et je pense que Nagelsmann a réussi à faire un truc cohérent. C'est bien qu'il reste, parce qu'il aurait pu prendre le job à Liverpool, il aurait pu prendre le job au Bayern. Mais il a décidé de persister et se dire peut-être qu'à 45 ans, ce serait bien de reprendre un club. Mais aujourd'hui, je veux persister avec la sélection qui, franchement, a un beau vivier. Et une fois qu'il aura écarté les 2-3 petits vieux, il va se retrouver avec des joueurs de talent derrière. Pour aller dans ton sens, je vous ai pas raconté mon week-end en Allemagne. Oui. Petit week-end à Düsseldorf. La première fois depuis 39 pour toi, c'est ça, non Non, j'étais déjà passé en... C'était le travail forcé. En 14-18 déjà. D'accord. Un petit coucou à Rémi au passage. Comment ? Un petit coucou à Rémi au passage. Merci Rémi. Pour la place. Tu nous regardes, j'ai un petit doute. Et tu sais quoi ? Et non. Pour aller dans ton sens, Tom, ou pourquoi on avait envie de voir aussi l'Allemagne aller plus loin, bon, au détriment de l'Espagne, ça m'aurait fait chier. Oui. J'ai eu la chance d'aller voir ce France-Belgique. La chance, je sais pas, mais tout est relatif une fois que tu es au stade. T'auras vu un beau but de Colomani. Non, même pas. Mais, bref. Non, mais c'était chouette. Et non, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que
c'est hyper. Enfin, c'est une compète qui a été maîtrisée de ouf par les Allemands sur place. L'accueil, sauf les trains. L'accueil est dingo. Trains, franchement, moi, j'ai jamais eu une expérience stade comme ça dans toute ma vie. De stade, oui, mais je te parle de train. Alors, ce sera le tram du coup. Ouais. Mais la fluidité. Je suis rentré, j'étais à ma place. Je pense vraiment entre le moment où je rentre dans la queue de la première fouille et le moment où je suis à ma place, il y a 6 minutes de marche, il y a. Et ce qui est dingo, c'est que vu ton âge avancé, normalement, les marches, tu les montes pas très vite. Après, j'avais le déambulateur. Ah ouais, ok, ça va. J'avais le déambulateur. Et là où ils sont hyper respectueux, c'est qu'ils ont des chaises porteurs aussi. En fait, moi, j'avais 4 Allemands. Les montes escaliers Stana, ça, ils ont ça dans les stades ou pas? Non, chaises porteurs. J'avais 2 mecs devant, 2 mecs derrière. Moi, je m'assois un peu comme sur un trône, tu vois. Comme Cléopâtre. Comme ça, voilà, c'est ça. Et là, ils t'emmènent à ta place. Extrêmement classe. Non, très bien fichu. Très bien fichu. La vraie question, Alex, est-ce que tu révises un peu ta chronique que je t'ai écrite sur l'orga que tu m'as écrite. Tu m'as beaucoup aidé, Tom, là-dessus, parce que c'était un peu la course. Et juste dire, c'était trop cool. C'était une ambiance saine. Genre vraiment, c'est presque trop bon enfant. Il y a des moments, tu as envie un peu de genre, mais personne insulte. À deux doigts de se demander s'ils ont des trucs à se reprocher, quoi. Il n'y a pas 100 ans d'histoire. Regarde-le. Vous avez pas vu la tête de Flo? Vous avez pas vu ce qui vient de se passer dans la tête de Flo là? Il a eu une illumination, il a des vannes. Quand on parle de l'Allemagne comme ça, mec, t'as vu, il s'est relevé. Notamment sur la ponctualité des trains, ils ont peut-être des choses. Il y a un savoir-faire. Et juste, il y a 2 petites anecdotes trop sympas. On a fait la marche pour aller jusqu'au stade avec les ultras français. Les IF. Pardon, excusez-moi. Les irrésistibles. Et qui sont, c'est hyper bon enfant, c'est très chouette. Il y a une petite allemande qui a ouvert sa fenêtre. Ce que je vais raconter va amener potentiellement plein de vannes. Je vous le raconte, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une petite allemande, une petite Düsseldorfoise qui ouvre sa fenêtre et qui nous montre un maillot de Mbappé avec Paris et tout le monde qui se met à crier vers elle en mode vieux gars, pauvre meuf et tout, à l'insulter, à lui lancer des canettes. Sur la mamie. Un truc très mignon, tu vois. Et juste après, on continue. Et t'as un couple qui sort sur son balcon avec des gros ballons de vin, tu vois, et qui nous gueule comme ça, santé, machin. Et plein de trucs comme ça où on s'est senti trop bien. Enfin, vraiment, des gens gentils et qui étaient contents, tu vois. Je pense aux JO qui arrivent. Et je me disais juste, mais imagine, tu vas à Châtelet, tu vas demander une entrecôte à 24 €. Non, une entrecôte, ça va être plus 34 €. 37, dans le centre. Quelqu'un sait où il va là ou pas? Dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris. Je pense juste que l'accueil sera dégueulasse. Et je termine sur. Ce qui est assez dingo, c'est que je reçois une notification du Monde en même temps que tu parles. Ouvrez les guillemets, je préfère mort que d'aller à l'EHPAD, mais je suis conscient qu'il s'agit là d'une attitude de bien portante. C'est bon, je lâche. C'est dingo, ouais. Je répète que Joe Biden et Alexandre Benyayev n'ont jamais été vus ensemble. Nous ne savons pas si ce n'est pas la même personne. Ni le tireur sur Trump. Non, mais je finis. T'es en train de prendre l'animation là? T'es un malade, toi. Vas-y. Je finis sur l'Allemagne parce que je ne vais pas parler de toutes les équipes évidemment qui nous ont enjolivé ce tournoi de merde. C'est pas du tout le bon mot, mais vas-y. Qui ont rendu un peu une expérience sympathique. Non, les Allemands, il y a du potentiel pour 2026 et arrête Flo. Enjoliver le tournoi, non. Non. T'es pas garagiste, mon vieux. Je suis trop anglais ce soir. Les mots en français, c'est compliqué. Non, voilà. Je pense qu'il y a un vrai potentiel et que les équipes de jeunes allemandes vont mieux qu'ils ont été par le passé. Il y a une génération. Il n'y a que toi qui regarde les équipes de jeunes allemandes. Ouais, mais alors tu sais quoi, si tu regardes les équipes de jeunes, tu aurais les 3/4 de l'équipe espagnole aujourd'hui. Tu vois, oui. Fabian Ruiz et compagnie en 2019 notamment. Et que j'ai malheureusement dû couvrir le tournoi U21 de cette année où l'équipe de France était catastrophique. Mais vous faites un concours là avec Alex ou quoi? Parce que je sais pas. Complètement décroché. On est complètement décroché. Bref. Je finis que les Allemands. Qui nous a tiré dessus? Mais attendez, les deux là. Je sais pas, mais où est-ce qu'ils vont les deux là? On va finir par tous nous laisser notre place. Il y a un vrai potentiel allemand dans les. Oh bon, allez. Allez, on s'arrête là-dessus. Oh là. Un peu plus. Bon, on a fait les tops. Comme je sais que l'odeur du sang vous attire un petit peu, je vous propose qu'on tire à tout va sur les mecs qui vous ont un peu déçus pendant cette compétition. Les mecs ou les équipes? Les équipes, les mecs.
T'es bien dans ce petit transat. Ouais, on est bien. C'est ce que je proposais. Tu vois, il y a l'émission Canapé. Il a failli taper une micro-sieste là pendant que je lui parlais, c'était assez fascinant. Il y a l'émission Canapé 6 places, et là on est sur l'émission Le Transat. Et on est très 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 bien assis. Non, mes flops, moi je vais parler des jeunes Allemands. Parce que je sais pas si vous regardez les jeunes Allemands. Moi j'ai fait le tour en 2021. Alors, les flops. À part l'équipe de France, les flops. Globalement, le jeu, hein, parce qu'on s'est quand même terriblement emmerdé. Mon flop en termes d'équipe. Attends, parce que dans les tops, on a oublié Amélie Oudéa-Castéra. qui on en a parlé dans la quotidienne, mais bon, elle nous a quand même gratifié peut-être de la vidéo au moins du mois, si ce n'est de l'année. Moi, j'en appelle à tous les responsables politiques qui peuvent arriver. J'adore quand tu commences à faire. Non, là, c'est très sérieux. À tous les responsables politiques qui peuvent arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir une reformation politique, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Ne nous privez pas d'Amélie Oudéa-Castéra. Elle doit rester en poste. Mais mec, un ministère du cirque. Par contre, il faut l'obliger à se baigner dans la Seine une fois par mois. Non mais mec, là, c'était exceptionnel. Non Vraiment. mais... Ah, elle est si douce. Elle est douce. Elle est bonne. Pari tenu, engagement tenu, promesse tenue. C'est fabuleux. Ah bah ça y est, j'y suis. Hein. Oh là là, mon Dieu. Et le plongeon après. Et là, je vais aller plonger. Là. Bah vas-y, cousine. Ouais, exceptionnel. Avec la bouteille en plastique à la fin aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Si, tu vois un plan avec elle, avec une bouteille qui la suit derrière. Ah ouais. J'avais pas vu ça. Au cas où on la perde, et nous suivons la ministre à Rouen. Exceptionnel. Donc non, si on en revient au flop, au-delà du top Amélie Oudéa-Castéra, le flop en termes d'équipe pour moi, franchement... Bon, t'as pas préparé cette émission. Si, non, mais en fait on va parler de l'Italie, on a quelqu'un pour nous parler de l'Italie. La Belgique, moi j'ai du mal à la mettre dans un flop parce qu'on n'attendait pas grand-chose de la Belgique. Ouais, mais Zach avait raison tout à l'heure en disant qu'on en attendait tellement rien, on a quand même réussi à être déçu par la Belgique. Ouais. Mais moi, en termes de flop, par exemple, c'est les Pays-Bas qui ont fait un parcours jusqu'en demi-finale, mais que j'ai trouvé affreux dans le jeu. Ça a été un peu pas du tout d'accord. Ça a été. Ah, moi, je les ai pas aimés ces Pays-Bas. Bah, heureusement qu'il y a Cody Rakpo, quoi. Ouais, heureusement qu'il y a Cody Rakpo. Donc non, j'ai pas été fan de ces Pays-Bas. Et si je dois parler d'un flop en termes pour un joueur, ça va être Harry Kane. Harry Kane qui passe complètement à côté de 7 €. Attention le karma, Flo. Oui, attention le karma, on n'est pas à l'abri d'un triplé ce soir. En tout cas, en demi-finale, il est sorti et 3 minutes après, Watkins permettait à l'Angleterre de passer. Et il y a un phénomène qu'on a retrouvé quand même beaucoup dans cet Euro où le joueur majeur de chaque équipe a un peu sclérosé son équipe. On a eu ça, Cristiano et le Portugal, Mbappé et la France, et l'Angleterre est en finale et peut-être que l'Angleterre sera vainqueur et soulèvera le trophée. Peut-être que Harry Kane va être très bon, mais pour l'instant, Harry Kane est plus un poids pour cette équipe qu'autre chose. La force de l'Espagne, c'est peut-être de n'avoir pas de grande tête d'affiche. À part peut-être Rodri qui est un peu. Oui, mais qui n'est pas un poste joueur de tête d'affiche. On a une grosse influence sur le jeu, mais on n'est pas le joueur décisif, donc on n'est pas le joueur sur lequel repose l'équipe. D'ailleurs, tweet très marrant que j'ai vu passer sur Harry Kane. Et j'oublie au passage Memphis Depay avec qui a fait un Euro cataclysmique avec les pays, mais cataclysmique. Et tweet très marrant que j'ai vu passer sur Harry Kane qui a déclaré donc hier je suis prêt à donner tout ce que j'ai dans ma carrière pour gagner. Oui, rien du coup. Et du coup il y a un mec qui a répondu il veut échanger 0 trophée contre 1 trophée. Ce qui m'a fait marrer. Il donne une médaille de finaliste de Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Ouais, il a ça et d'euros. Mais oui, c'est peut-être le premier trophée de Harry Kane. Hein? Il a une coupe Audi, ouais, peut-être. Ouais. Alex, tu peux revenir s'il te plaît? Ouais. Non mais Tom se délecte devant toutes les coupes Audi tous les étés. Et alors Zach, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon, je t'ai réveillé Zach peut-être, excuse-moi. Sur les flops ou pas? J'ai une oui, sur les flops, vas-y, c'est la thématique. Je crois qu'il marche. Refais le. Ouais, il marche. Le mic. Moi, je sais pas si on peut les mettre dans un flop, bon. mais je parlerais bien de la Croatie quand même, qui a montré qu'elle arrivait sur une fin. Les pauvres pépés. Les pauvres. Ça, mais j'ai peur que la Croatie retombe dans l'anonymat ces prochaines années après une très belle génération. Ils nous ont habitués à des super performances et là, en fait, tu regardais offensivement, il n'y avait vraiment aucune cohérence. C'était d'un ennui terrible et c'est une des premières équipes à m'avoir vraiment ennuyé à cet Euro.
et qui a même pas été capable de battre l'Albanie par exemple. Alors ok, c'était groupe de la mort. Tape pas les Albanais, les pauvres. C'est bien les seuls à pas taper les Albanais en plus. À part le format, ils avaient de quoi aller en 8e en étant meilleur 3e et ils ont vraiment rien montré pendant cet Euro. Et j'ai été un peu déçu par les Croates. Ouais, moi je trouve que c'est un peu dur avec la Croatie. Je trouve que c'était pas l'équipe du siècle, mais franchement, elle a été. Flops, c'est vrai, mais oui, c'est vrai que. Je pouvais pas dire l'Italie parce qu'on a un expert qui intervient après, c'est pour ça. Et ça se trouve, on va jamais lui donner la parole. Hein. Tu veux venir, Enzo ? J'en ai une, des petites équipes déception. Et pour t'introduire sur l'Italie en joueur flop, moi j'avoue que j'ai été super déçu par Chiesa. Ouais, peut-être ça fait partie. En fait, était vendu comme un crack, un futur top joueur, et qui moi me déçoit beaucoup. Alors tu me diras si à la Juve il est très utile. J'ai pas l'impression qu'il a fait une grosse saison, et j'aimerais en voir vraiment plus de la part de Federico Chiesa. Je me permets de remplacer Val et de présenter notre ami Enzo qui hier a passé une soirée très sage avec Valentin et Flo. Moi je suis un connard, je balance tout. Et toi tu as beaucoup suivi l'Italie sur ce Euro ? J'ai regardé les 4 matchs malheureusement. Et pourtant ça part bien. C'est pas, tu vois ça part bien. Le début. On prend quand même un but en 8 secondes. Le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro quand même. Bon, je dirais pas que ça part bien, mais le match est cohérent. Tu vois un premier match cohérent dans l'ensemble. Oui, contre l'Albanie quoi. Et après je pense qu'on fait peut-être le pire match de l'histoire de l'Italie contre l'Espagne. Je sais plus la stat sur les expected goals, mais en termes de niveau. Oui, la Suisse est catastrophique. T'as raison, contre l'Espagne vous faites soumettre, c'est abominable. C'est horrible. Enfin, c'est vraiment, il y a, je pense, 10 classes d'écart entre nous et eux. Par exemple, pour revenir sur la Croatie, sur laquelle on a un peu tapé, le match Croatie-Italie, nous c'est un miracle qu'on passe et ils méritent, mais ils jouent 100 fois mieux que nous. Alors que pourtant il n'y a pas grand-chose quand même. Et pour revenir sur on n'attendait pas grand-chose, on était quand même déçus quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme la Belgique en fait. On n'attendait rien et on est quand même hyper déçus. Et puis là, il y a en plus ce truc où en fait, t'as jamais la même équipe qui est alignée, tu comprends pas vraiment comment ils veulent jouer. Oui, les choix de Spalletti, c'est quand même assez cataclysmique aussi. Et bon, alors il n'a pas eu beaucoup de temps pour un peu préparer cette équipe, etc. D'ailleurs, il a été confirmé jusqu'à la Coupe du Monde, donc on verra bien. C'est peut-être mieux, C'est peut-être mieux, ouais. Non, mais ça sera peut-être mieux dans le futur, quoi. Oui. De toute façon, je crois que le seul nom qui ressortait, c'était Allegri, donc. Voilà. Et ça marcherait très bien pour du football de sélection, Allegri, c'est ça qui est mais ça finira comme Deschamps, quoi. C'est pas non plus très exquisant. Ouais, tu peux peut-être faire un tournoi sur. Pour ça, il faudrait peut-être un peu plus de talent dans l'équipe aussi pour que ça fonctionne. Et t'as quand même eu la petite lumière Calafiori. Oui, voilà, c'est le seul qu'on peut sauver avec Donnarumma aussi quand même, qui a été quand même très bon. C'est vrai. Les stats 2.0, quoi. On n'a pas vu Zach, on n'a pas vu le Donnarumma de Paname. Hein. Enfin, c'était pas le même mec, quoi. Moi, c'est ça qui m'a dégoûté aussi à cet Euro, c'est de voir des joueurs du PSG incapables de rien faire, être brillants à l'Euro comme Fabian Ruiz et Kylian, Donnarumma. il a le même niveau qu'au PSG. Et Randall. Ouais. Randall, après, je n'ai pas été non plus très convaincu. Barcola, il a le même niveau qu'au PSG, je trouve. Barcola, pour le coup, ça allait. Mais entre Fabian Ruiz et Donnarumma, moi, j'avoue que j'avais beaucoup de mal à comprendre. C'était assez frustrant. Ouais. Il y a d'autres mecs que tu veux retenir de cet Euro raté de l'Italie ? Retenir en bien ou en mal ? En bien ou en négatif. Hein, Alors en bien, moi vraiment, à part Calafiori et Donnarumma, je peux citer personne. Vraiment, c'est impossible. Ça se défend. Et en mal, je pense que peut-être l'exemple le plus flagrant, c'est Barella. Barella qui était quand même un peu le cadre annoncé, et tout le bloc Inter qu'on annonçait un peu comme ce qui pouvait un peu structurer et peut-être sauver un peu l'Italie. Ça a été catastrophique du début à la fin. Comme ça capillaire, tu vois, c'est un peu. Il y a sa volée qui est absolument sublimissime, là, le but là, mais sinon c'est vrai qu'il passe complètement au travers. Il est sorti souvent à la 70e. Même parce mentalement, il n'y a était plus pas rien, du tout, quoi. plus rien à Chiesa et lui. Mais je pense c'est un autre thème qu'on pourrait aborder aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont abordé la compétition complètement cramés en fait. Et là où l'Espagne, tu regardes dans la rotation de l'Espagne, à part Rodri, t'as Rodri, Carvajal qui sont allés très loin avec leur club en Europe.
Mais sinon, tu vois, Laporte, des mecs, il était remplaçant en Arabie Saoudite. Tu vois, oui, Laporte, c'est sûr, il n'a pas été fatigué. Le Normand, il est à la Real Sociedad, il est assez peinard. Et Unai Simon, pareil. Et en Angleterre, peut-être que les joueurs défaillants. Il y a Carvajal sont... quand même. Carvajal, ouais, je l'ai dit. pardon, je l'ai dit. Mais et peut-être en Angleterre, les joueurs défaillants sont peut-être les joueurs qui sont allés le plus loin. Tu vois, on voit pas le Walker de City. Enfin, c'est juste une question que je pose. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a ce truc de finalement les joueurs vraiment rincés, Bruno Fernandes avec le Portugal, typiquement, on sait que c'est le joueur qui joue le plus de matchs de toute la terre. Ouais, mais alors lui, ou aborder cet Euro de manière il a un pas problème bonne, quoi, physiquement. conscient avec CR7. Je pense la place de Bruno en sélection, alors que j'ai pas vu tous les matchs de qualification, mais en général, c'est le meilleur joueur des qualifications du Portugal. Un Portugal qui a gagné leurs 10 matchs, quasiment, je pense. C'est vraiment désolant de se voir à ce niveau-là. Et j'espère qu'il reviendra à un meilleur niveau la saison prochaine. Sinon après, moi, je trouve les matchs de qualif, on en parle trop par rapport à oui, aux bien équipes sûr, que tu vois dans la compète. Il a montré un vrai niveau, quoi. Ouais. Même si c'est Liechtenstein en face, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que c'est dur aussi pour les joueurs de devoir se remettre sur une nouvelle phase de la saison où tu arrives, tu es déjà épuisé et te dire ok, un énorme enjeu arrive encore. Et c'est le discours qu'avait Varane qui mettait en garde. Et par exemple, quand je vois le nouveau format de Coupe du Monde des clubs qui va arriver, moi j'avoue que je suis sceptique. Ça veut dire qu'en fait tous les étés ça va jouer encore. Là tu as des joueurs qui vont je sais pas s'il y a quelques exemples, mais il y aura les JO après. Donc les joueurs qui n'auront pas fait l'Euro, il y en a d'autres qui vont enchaîner avec les JO. Et bon courage pour eux. Les remplaçants qui font les JO cette année. Ça va, mais je veux dire même les joueurs qui vont faire les JO, bon courage pour commencer la saison après, quoi, parce que tu sais même plus quand tu es en période de pause, d'enchaînement, tout est continu. L'avantage, c'est qu'au foot, les joueurs des JO, c'est plutôt des équipes moyennes. Entre guillemets, c'est le Panama, c'est l'Israël, etc. La seule grosse équipe, entre guillemets, à part l'équipe de France, c'est l'Espagne. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Euro qui ont été sélectionnés pour le JO non plus. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais je veux dire que. Non, mais je comprends. Ce truc on a eu le truc Pedri il y a 3 ans. Tu vois, là, j'ai vu, je sais plus, c'était un Rodri, par exemple, qui n'est pas du tout le plus cramé, mais tu as des joueurs qui atteignent des 65 matchs dans la saison. Il n'a clairement pas le niveau qu'il avait l'année dernière, Rodri. Je le sens sur la continuité. Moi, je l'ai trouvé monstrueux encore cette saison. D'ailleurs, il y a une stat, c'est qu'il est invaincu il a gagné 60. Enfin, il n'a pas perdu. Il a perdu qu'un match cette saison. Il met une passe D en Ligue des Champions. Je sais plus contre qui. Ah, c'est pas contre Paris. Non, une passe D sublime. C'est pas contre Paname. Je crois que c'est Paname. Hein. Ouais, c'est Paname. Je cherche pas, c'est Paname. Pedri. Tu parles de Pedri, toi? Tu parlais de qui? Je parlais de Rodri, moi. Ok, merci les gars. Merci de nous avoir écoutés. On s'y habitue, Alex, t'inquiète. C'est un peu notre Joe Biden de 11e art. Je veux pas tuer le débat, mais la dernière équipe où je mettrai en avant sur les déceptions, c'est pour moi. Alors je sais que Jules, je ressortirai le texto. T'es complètement en train de flinguer le débat, Tom. Ouais, comme toujours. Je ressortirai le texto de Jules qui dit qu'effectivement la Hongrie déçoit toujours. Mais moi je suis pas. Alors là, attends. La Hongrie sort en phase de poule après avoir rien montré. Ok, pardon, je pensais à l'Autriche. Le militant pour la Hongrie. J'ai failli dire de la merde. J'ai failli dire de la merde, désolé. C'est vrai qu'à ton époque, l'austro-hongrois, c'était le même pays. Mais je voulais, moi justement, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je voulais parler en mi-top de l'Autriche, parce que j'ai trouvé tout le monde hyper. Mais je confirme, Alex, c'est qu'à ton époque, c'était le même pays. Notamment après le match contre la Turquie où je les trouve vraiment au-dessus et j'aurais aimé les voir beaucoup plus loin, tu vois. Et c'est vrai, la Hongrie, Sloboslai dégueulasse et tout ça, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Les deux maigres points de la Hongrie font pas assez. Et non, parce qu'ils prennent un peu plus ils prennent 3 points, je pense, finalement, avec leur but à la dernière minute contre l'Écosse. Mais c'était vraiment très faible pour une équipe que moi j'attendais très très loin. Et finalement, c'était l'Autriche qui nous a agréablement surpris. Et tu peux avoir un vrai coach comme Rangnick qui te fait une sélection qui joue, quoi. C'est possible, hein, Dédé. Vous avez parlé du coup de vos pardon, excusez-moi, c'est compliqué. Alex, t'es perdu, ça. Vous avez parlé de vos flops équipes. Juste. Vas-y, reviens. Est-ce que vous avez parlé de vos flops joueurs? Va faire une sieste. Vous avez parlé de vos flops joueurs. Flop joueur, tu as dit, tous les Sloboslai, grands joueurs de on parlait de Sloboslai, mais est-ce que vous avez un flop à mettre en avant? Moi, c'est ce que j'allais limite lancer Tom là-dessus, c'est que même si l'Angleterre en finale, ça se fait pas trop, mais j'ai limite envie de la mettre dans un flop tellement je me suis ennuyé. Et en fait, tu regardes le tableau, c'est limite heureusement que vous êtes en finale. Et du coup, dans des joueurs, j'ai envie de mettre des joueurs anglais principalement aussi, en plus des Français. Mais Phil Foden a été transparent tout cet Euro.
Phil Foden, je l'ai pas vu. Pour moi, la demi-finale, il est très bon. Comme la demi-finale a été le meilleur match de l'Angleterre finalement, mais à part un Bukayo Saka, moi, il n'y a aucun joueur offensif. Le Gueye. Offensif, je te dis. Et à part Cole Palmer, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il a si peu joué parce que ses entrées. Il n'a pas marqué assez de buts en championnat, tu sais. Ses entrées étaient pas mal à chaque fois, tu vois. Mais non, défensivement, ça allait, mais offensivement, c'était. En fait, c'est quand tu prends les joueurs individuellement. Des top joueurs de première ligue ou Bellingham, tu te dis comment c'est possible. Stones fait un tournoi cataclysmique. Trippier, c'est pas terrible non plus. Walker n'est pas à son niveau. Donc défensivement, je pense que c'est l'unité qui a fait que ça a à peu près marché. Avec Gueye notamment sur la plupart des matchs suspendus. Pickford fait plutôt un bon tournoi. Mais en gros, c'est vrai qu'en dehors de la ligne défensive, c'est comme l'équipe de France, qu'il a fallu. Garde des billes pour l'avant-match de l'avant-match avec qui? Parce que Quoi? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Non, je veux savoir, toi, si tu as d'autres flops au-delà de cette au-delà de l'Angleterre. Plutôt joueur ou plutôt sélection? Joueur, là, on part sur les joueurs, ouais. Il y a quelques Portugais, c'est vrai que tu as envie de désinguer et qui ne s'appelle pas Kylian Mbappé. Il y a quelques Portugais, mais bon, ça, on en a parlé un petit peu. Moi, j'en ai énormément. J'ai rapidement parlé d'Harry Kane. Je sais qu'on n'en parlera pas, mais McGinn fait un tournoi de merde. Comme l'Écosse, en général, c'était vraiment pas terrible, mais c'est l'Écosse à chaque fois. C'est un peu décevant. T'as pas pu t'empêcher. Hein. Non, mais bon, ils se sont pas gênés non plus avec l'Angleterre ce matin. Donc, si on prend des équipes éliminées assez tôt, des joueurs qui étaient censés porter leur sélection et qui ne l'ont pas du tout fait, moi je peux penser à un Dominique Szoboszlai avec la Hongrie, qui n'a pas été performant du tout. Avec l'Autriche, bien évidemment. Modric et l'Ukraine. Modric est passé complètement. Modric, Brozovic, la doublette. Non, mais ça a été extrêmement compliqué. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Memphis Depay a été très mauvais sur cet Euro. J'ai trouvé Virgil assez inconstant et qui n'a pas diffusé la même impression qu'il a pu le diffuser depuis quelques années, que ce soit à Liverpool ou en sélection. Non, je crois qu'on a fait le tour sur les joueurs décevants. Il y a un joueur qui n'est pas décevant. Les Serbes ont été très décevants aussi. Les Serbes ont été très décevants. Il y a un joueur qui n'a pas été décevant. Les Danois ont été nuls aussi. Ouais, globalement, mais ça, c'est des équipes qui ont été très décevantes dans la globalité. Les Danois sont bons contre l'Angleterre. Je leur donne ça. Mais il y a 2-3 joueurs qui sont sympas, mais c'était pas terrible. Il y a un joueur, je vais le citer, je le répète, il n'a pas été décevant, il a même plutôt été bon. Mais quand on voit depuis sa blessure comment Dani Olmo est encore plus fort et apporte beaucoup plus qu'a apporté Pedri, moi je trouve qu'en fait la question de la titularisation de Pedri se pose réellement quand on a un Dani Olmo qui, on en parlait tout à l'heure, peut-être est un joueur de compétition, mais en attendant il a été le meilleur joueur de l'Euro 2021 où l'Espagne est arrivée en demi-finale. Il a été probablement le meilleur joueur espagnol à la Coupe du Monde 2022. Et là, son arrivée dans le 11 type en remplacement de Pedri, c'est probablement le meilleur joueur depuis aussi. Et il fait des bonnes saisons avec Leipzig en plus. Je pense qu'aucun des deux n'aurait été titulaire si Gavi avait été là. Parce que Gavi était un pion central du dispositif de Luis de la Fuente. Et malheureusement, c'est blessé. Et voilà. Mais je pense que Gavi aurait été vraiment le joueur qui aurait été titulaire à la place des autres. Mais c'est surtout la grosse surprise sur ces questions-là, c'est le niveau de Fabien Ruiz. En vrai, je pense que normalement Pedri part devant. Tu vois, si tu as Pedri, Gavi, il n'y a pas de sujet. En vrai, je pense que les deux jouent et Dani Olmo rentrera toujours en clutch player. Et puis c'est quand même un joueur qui a la capacité aussi de pouvoir jouer en faux neuf, donc tu peux faire jouer plus haut. Il a une capacité, c'est un joueur tellement intelligent qu'il peut aussi jouer sur des ailes. Donc, non, moi j'adore Dani Olmo. Je trouve que c'est un putain de joueur et je pense que ça peut encore être un joueur hyper important sur le match de ce soir. Donc, après, Flo dit rien de délirant en disant que sur le papier, t'es plus excité, enfin, t'es plus confiant sur un Pedri que sur un Olmo. Tu vois, si t'as le choix entre les deux, tu vas plus volontiers sur un Pedri. Et c'est vrai que Dani Olmo change le visage de cette équipe. Il fait une saison en Dancy, il revient juste pour le match de Paname. Avant ça, il est blessé pendant 2-3 mois, je crois. Il sort d'une aussi très longue blessure après. Là, il s'est fait mal. Hein. Enfin, il a pas un claque. Non, mais il a pas. Pardon. Non, mais je peux dire des phrases sérieuses de temps en temps. Il a pas un claquage en mode en septembre. Non, c'est comme un gardon, tu vois. Tu parles de Pedri, ah oui. Ouais. Rodri. Ouais, oh là, j'ai envie de crever. il s'est vraiment fait une grosse blessure, donc tu peux en fait tout remettre en question et te dire
qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Est-ce qu'il est capable de faire une saison complète? Est-ce qu'il est capable de faire ne serait-ce qu'une compète complète? Après, j'aurais été très curieux, vu comme le milieu espagnol a roulé sur le milieu français, j'aurais presque payé pour le voir aussi évoluer dans des conditions pareilles de bonheur. En fait, tu regardes la deuxième mi-temps, c'est une passade géante et les mecs sont juste dans la gestion de l'événement, tu vois. France, ouais. Et j'aurais aimé voir un Pedri dans ce système-là aussi, tu vois. Mais bon, juste pour terminer sur Olmo, tu as aussi ce truc, tu sais, et j'en dis pas trop parce que c'est sûr sinon l'Angleterre va gagner, mais les équipes qui écrivent leur histoire et où tout va bien, où en fait tu perds Pedri, tu te dis putain merde, c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain au monde intrinsèquement sur la qualité pure, et t'as Olmo qui déjà était très bon quand il rentrait à la 60e, qui là devient titulaire, et ça après ça améliore l'équipe, donc en fait tu te dis mais les planètes sont alignées et c'est pour cette année, tu vois. Comme quand Deschamps sort de nulle part, il va reculer Griezmann et la France fait une putain de compétition où il replace Griezmann et à l'Euro 2016, tu vois. Ou quand il décale Matuidi sur un côté en ailier. Exactement, tu as quand même ce truc où de base il y avait de la structure et en plus ils ont une galère et en fait la galère, elle est même pas négative pour l'équipe, quoi. Eriksen et le Danemark, je pose ça aussi, mais le Danemark fait un bien meilleur tournoi que prévu en 2021 avec le... En tout cas, on a peut-être eu un des tweets de toute cette compétition avec Eriksen aussi, quand le match entre l'Allemagne et le Danemark, quand le match entre l'Allemagne et le Danemark a été arrêté à cause du gros orage, et qu'il y a un mec qui a tweeté « Ouais, la foot va tomber sur le terrain, ça va recharger Eriksen. » Désolé, mais moi, c'est moche. C'est ma cam, juste c'est marrant, quoi. C'est moche. Bon, il nous reste un petit quart d'heure, les gars. On va peut-être faire 5 minutes après sur le match de ce soir pour voir sur quoi vous vous projetez. Moi, j'avais juste 2 points sur lesquels je voulais revenir. Ouais, moi j'ai un flop global euro sur lequel je voudrais discuter. L'Ukraine. Vas-y, commence, et puis après je prendrai le relais. Alors, mon flop global, on a beaucoup parlé de la tristesse de cet euro, de la peu de qualité de jeu, de joueurs très fatigués. On a parlé notamment dans notre émission de Comex de la chute du foot de sélection par rapport au foot de club. Aujourd'hui, j'ai fait un peu ce constat là rapidement en milieu d'Euro où j'ai regardé, je me suis dit putain, on s'emmerde de fou, mais pourquoi on s'emmerde autant? Et quand on regarde la liste des entraîneurs de chaque équipe, franchement, à part Luciano Spalletti, Lucien Spalletti, Lucien Spalletti, qui est probablement le seul entraîneur à avoir eu de réelles réussites en club de manière assez longue et de belles réussites. Il n'y a aucun coach qui est un top coach. Bah ouais. Aucun coach n'est un top coach. Parce que Nagelsmann dedans, mais... Comment? Nagelsmann peut-être. Qui ça? Nagelsmann. Ah oui, Nagelsmann, mais Nagelsmann. C'est un petit gars qui met des costards. Ouais, très bien. Mais qui a une carrière encore qui est très récente. Le seul qui a un vrai vécu en club encore récent, parce que quand je dis vécu en club, le vécu en club de Deschamps, moi honnêtement, on l'oublie, quoi. C'était il y a 15 piges, c'est fini. Le foot a changé depuis et la vision du foot de Deschamps appartient au passé, et comme maintenant ce sont les clubs qui influencent les sélections et plus l'inverse, c'est d'une tristesse folle. Le seul autre à la limite, c'était Vincenzo Montella, qui moi m'a beaucoup plu en Serie A, avec des périodes beaucoup moins sympas, que ce soit à la Fio ou ailleurs, mais qui a fait un très bon travail avec la Turquie. Turquie, au passage, on n'a pas parlé dans les joueurs de Çalhanoğlu et de Arda Güler qui ont porté la Turquie et qui était une équipe très séduisante. Mais quand on regarde, même prenons l'Espagne aujourd'hui, l'Espagne en finale, ils jouent un super jeu. Enfin, Luis de la Fuente, je crois qu'il n'a jamais entraîné une équipe de club. S'il entraînait à la il a fait toutes les équipes de jeunes espagnols. Non, mais il a un côté très fédéral. Mais en fait, on est en train de voir avec cet euro que le foot international, et a fortiori encore plus le foot international européen, parce que les grands sélectionneurs en Amérique du Sud ou en Amérique du Sud essentiellement sont toujours quand même très liés à leur sélection, donc ils continuent d'aller entraîner leur sélection. C'est la perte de niveau, et s'explique aussi là, quoi. On a des coachs qui ne sont pas les meilleurs coachs. Aujourd'hui, regardons Ronald Koeman qui nous propose, moi j'imagine les Pays-Bas, qui est un pays d'une grande culture footballistique, tactique, technique. Quand on se tape Ronald Koeman, qui est un grand nom, mais qui n'est pas un grand nom en termes de coach, on a Arne Slot qui vient de faire une saison de fou, on a Peter Bosz qui est, on a vu son passage à Lyon moins sympa, mais qui est un grand coach.
c'est cataclysmique. Et en fait, c'est la lignée de ce foot européen qui est sur le déclin. Et moi, j'en arrive à un point où je suis désolé, pas désolé d'ailleurs, mais l'Euro est la compétition la plus emmerdante qui soit. Ouais. La Coupe du Monde, on a cette excitation parce que c'est la grande fête mondiale du foot, parce que le 3e de chaque poule n'est pas qualifié, donc il y a quand même un mérite sportif, et parce que ce sont des joueurs, des sélections, des styles de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'Euro, c'est juste le foot de club en 10 fois moins bien. Franchement, moi, je suis désolé, entre la Ligue 2 et l'Euro, j'arrive même plus à prendre du plaisir en regardant. C'est pas enjolivé, quoi. Mais ça me fait penser à quelque chose que tu disais, Flo, la dernière fois quand j'avais fait ma chronique sur pourquoi on s'emmerdait à cet Euro. Tu disais aussi que le côté de ces rassemblements finalement qui vont être très courts. Et est-ce que quand tu es un top entraîneur d'un club européen, tu as vraiment envie d'aller entraîner une sélection où finalement, si tu as une philosophie, tu pourras pas la mettre en place parce que c'est compliqué, les rassemblements sont très espacés et c'est trop court. Et donc, peut-être que c'est pour ça aussi que certains entraîneurs se disent entraîner une sélection, ok, ça peut m'apporter beaucoup, mais finalement, tu peux pas mettre en place ce que tu veux. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit, comme tu dis, des entraîneurs qui ne sont pas de renom, parce que les autres préfèrent aller comme Arne Slot à des Liverpool ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'étais d'accord avec toi sur ce que tu disais de pourquoi pas rallonger ces périodes de trêve internationale pour là, en fait, enfin voir du foot, même en sélection, peut-être des philosophies un peu travaillées, parce que là, on atteint des limites où vraiment la sélection est vouée à être défensive. Je pense que vous prenez le problème à l'envers, et peut-être que vous allez dire que je suis trop focus sur Deschamps, mais Deschamps, il est là, je dirais, sa première compète marquante, ultra chiante, c'est 2016. 2014, je trouve pas qu'on est, et puis on sort assez tôt, donc il n'a pas le temps d'imposer sa patte. Je pense vraiment que Deschamps a changé le foot de sélection. Et qu'en fait, quand tu vois que des Martinez, des Southgate, mais qui ne sont pas des grands coachs, Flo, il a raison. Ouais, mais qui s'inspirent de lui. Il a fait quoi? Il a fait une 8e place avec Everton. Tu vois, et je pensais que tu allais le dire avant. Je pensais que tu allais dire, attendez les gars, quand même, Martinez, il a fait 8e avec Everton. C'est bon, il y a une demi-finale d'Euro avec une équipe, avec une génération de malades. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est dingue. Putain, mais Lové, il parle de FA Cup avec Wigan. Mais putain, mais je peux plus me le voir, lui, sans déconner. Je suis complètement d'accord avec toi, mais justement, tu as ce truc de nivellement par le bas. Et pour rebondir sur ce que disait Zach, tu fais quoi après la sélection? Moi, je pense pas que Deschamps il retrouve un club, Martinez il retrouvera pas de club, Southgate il trouvera pas de club. Tu as ce truc aussi où tu t'enfermes un peu et du coup tu es obligé de rester pour exister. Et je termine juste et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je crois vraiment que Deschamps a matrixé le foot européen et l'a rendu chiant. Tout ça est aussi lié au format de la compétition qui laisse la place à des équipes qui sont aussi pas suffisamment compétitives pour atteindre ce genre de niveau-là. Tu as des intérêts économiques derrière et c'est pour ça que c'est mis en place. Mais sur tout ça, le format de la compétition influe aussi sur la qualité du jeu. Et aujourd'hui, on voit que c'est très négatif. Il y a plein d'équipes et toute la phase de poule a été chiante en partie aussi parce que tu as des équipes qui ne jouent pas parce qu'elles font le strict minimum. Elles font du Jonas Vingegaard à sucer les roues. Non, je rigole. Oui, mais avant, tu avais quand même plus de Géorgie. Et tu vois, Flo disait l'Euro est devenu la compète la plus chiante en sélection. Parce que, j'ai pas regardé la Copa América cette année, mais tu as toujours ce petit bonbon qui est la Colombie cette année, qui est l'Équateur qui a sorti l'Uruguay. Ouais. Tu vois, tu as toujours une équipe qui vient et qui essaye d'imposer un style. Et là, tu as l'impression que c'est vraiment même presque de la paresse intellectuelle de se dire on va faire ce que tout le monde fait, on va défendre et attendre. On dirait qu'on regarde la Ligue 1 des années 2010 où en fait tout est basé sur le physique et l'attente de la faille de l'autre sans mettre du pressing en plus. Si au moins tu avais un match de première ligue pourri, un Crystal Palace Everton, tu vois, où les mecs dès la première minute se rentrent dans la gueule et où en fait au détriment de la technique qui était mauvaise aussi, on en a pas parlé. Je te rappelle juste que Wigan a fait quand même finale de FA Cup avec Roberto Martinez. Et Nottingham Forest, j'étais là pour la victoire en Coupe d'Europe. Oh là là. On va le mettre dans la même cellule que Southgate, lui, tu vas voir. Non, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, Tom. C'est pénible. Mon Dieu, il y avait un déni de charisme total sur ce lancer de casquette. Non, moi, j'avais un dernier point que je voulais aborder parce qu'on n'en a pas parlé et c'est souvent bon signe quand on n'en parle pas. C'est la qualité de l'arbitrage que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs, ce soir, on a encore une fois un Français qui va arbitrer la finale, puisque c'est François Le Texier qui arbitre la finale. Alors, c'est aussi parce que les Français font pas des bons parcours sur les 2 derniers Euros. C'est aussi pour ça qu'il y a
Français qui Oui, vont en finale. oui. Mais ça dénote quand même une qualité. C'est Frappard et Turpin, non. Non, c'est le Polonais là. Marciniak. Ah oui, qui représente. Ah oui, cette année. Oui, tu as Turpin et Le Texier, mais qui sont considérés, je pense, cette année comme 3 des 4 meilleurs arbitres au monde actuellement, avec peut-être Marcignac aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé que pour le coup, c'est pas un truc qu'on va pouvoir généraliser partout tout de suite. En tout cas, mais j'ai trouvé que ce nouveau dispositif avec le système de ballon semi-automatisé, vous avez compris, de ballons connectés, qui fait que tu as beaucoup plus d'infos sur les hors-jeux automatisés et tout, fait que en fait, tu as eu beaucoup moins de polémiques. Les quelques polémiques qu'il y a pu avoir, c'est sur des questions d'interprétation et sur lesquelles on ne pourra jamais trouver de solution. Tout ce qui a été fait, toutes les décisions qui sont prises rapidement. Il n'y a pas de grosses polémiques. Donc pour le coup, voilà, moi je pense que c'était bien d'en parler aussi, parce que quand il y a des choses qui fonctionnent bien, notamment sur l'arbitrage, qui est quand même un domaine qui est quand même plutôt souvent critiqué, je pense qu'il faut aussi le notifier. Et du coup, je pense que ça remet aussi en question la question de la sonorisation des arbitres, parce qu'en fait, on voit que même quand tu as des arbitres de qualité qui prennent le temps avec une certaine pédagogie, avec aussi la nouvelle règle de les joueurs ne peuvent plus venir critiquer aussi directement l'arbitre, sinon ils prennent des cartons jaunes, et tout ça fait qu'en fait tu te rends compte que tu n'as peut-être pas forcément besoin de sonorisation, mais juste d'avoir des arbitres qui soient pédagogues et qui sont bien formés et qui font bien leur boulot. Et tu vois que dans ces cas-là, en fait, tu as complètement raison. Il faut juste aussi introduire dans l'équation qu'il y a une nouvelle technologie, c'est la puce sur le ballon. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que ça ne pourra pas être généralisé à tous les championnats, en tout cas pas tout de suite. Au-delà de ça, imaginons que tous les championnats soient blindés, tout ça. Il y a quand même eu, moi, un truc qui me... difficile à imaginer. Imaginons. Il y a quand même eu, moi, un truc qui m'a gêné, et tu as raison, c'est de l'ordre de l'interprétation, mais il faut qu'à un moment, une règle fasse règle et dise, là, il y a hors-jeu. C'est, tu vois, les buts refusés pour Lukaku, pour Ronaldo, où tu te dis, c'est pas dans le sens du foot, c'est pas l'essence du foot, tu vois, de se dire qu'un demi-pied, une demi-épaule, ouais, mais tu vois, ça, moi je en fait, la règle n'est pas la bonne. Comment ? Les règles sont pas les bonnes. C'est ça. Les règles sont pas les bonnes. Mais en gros, la mise en application de ces règles aujourd'hui, je trouve, sont parfaites. Enfin, tu vois, il y a plus de débat. Au moins, ça ne permet pas le débat inutile. Parce que très vite, tu peux envoyer au mec en face de toi qui va dire c'est du vol, tu vas lui dire non, c'est pas du vol, c'est la règle. Tu vois, et tu as raison, c'est plus soumis à interprétation, à vision de chacun, mais juste, ça va pas dans le sens du foot. Et pour le fond, je suis complètement d'accord avec toi, je pense que c'est une des compètes les plus saines qu'on ait vues. Il y a eu combien de cartons rouges sur cette compète en plus de ça, tu vois ? Très peu, enfin vraiment très peu. On a eu très peu de mauvais gestes, très peu d'actes antisportifs. Et pourtant, ça n'a pas rendu cet Euro plus fluide à regarder. Ça l'a pas rendu, tu vois, plus. Mais est-ce que c'est de la faute des... En tout cas, on n'a pas envie de blâmer l'arbitrage là-dessus. Là-dessus, t'as raison. Alex, sur le hors-jeu, ce qu'il y a, c'est que tu dis que ça va pas dans le sens du foot. Si tu suis par exemple un Wenger, est-ce que tu trouves que ça va plus dans le sens du foot, où en fait, si les deux corps, tant que c'est en contact, tu peux avoir des hors-jeux d'1m50 qui seront acceptés aussi. Et moi, je trouve que ça va encore moins dans le sens du foot, et c'est complexe. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et tant que c'est bien expliqué, finalement, c'est peut-être ce qui nous manque aussi des fois. Là, on est frustré, c'est qu'on n'a pas d'explication. Et aussi, autre chose sur l'arbitrage, moi j'ai adoré, c'est cette règle où tu peux pas aller parler à l'arbitre, protester et tout. Et ça fait du bien, parce que déjà, ça fait que certains arbitres rentrent moins dans ce côté acting, où en fait ils prennent trop de place pendant les matchs. Policier, et là c'est peut-être pour ça qu'on a apprécié, c'est qu'ils ont fait leur taf. Tu vois des Le Texier, des Orsato, tu dis bon bah ça devrait bien se passer, il y aura pas de problème. Juste une forme d'autorité à garder, mais sans en faire trop. Et ça, c'est à garder aussi pour les prochaines compétitions. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Juste peut-être le seul truc sur lequel on peut revenir sur l'arbitrage, c'est l'interprétation des mains peut-être, et notamment avec la technologie qui a été un petit peu problématique. Mais c'est la seule chose, et peut-être de manière plus générale, en fait, l'organisation de cet Euro, je trouve qu'elle a été très bonne, à tel point qu'on n'a pas eu grand-chose à dire, même nous, sur les à côté, alors que typiquement en 2021, ça avait été assez bordélique avec les 12 pays différents, du coup des revendications politiques qui avaient été beaucoup plus marquées, je pense notamment de la Hongrie. Là, on n'a pas du tout eu ça. Pour le coup, je pense que les Allemands ont fait en sorte de dépolitiser aussi complètement le sujet. Ce qui fait que... dépolitiser, disons que c'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand la compétition ne se déroule pas, notamment dans un pays d'Europe qui est totalitaire, avec un président d'extrême droite au pouvoir en Hongrie.
Le problème de géopolitique de l'Euro 2021 n'est arrivé que par le biais hongrois. Hein. Ouais, et ce qu'ont fait les Allemands était une réponse aux Hongrois. Non, il y a eu toutes les questions d'homosexualité aussi, etc. Oui, mais à chaque fois, c'était la Hongrie qui posait problème. Oui, à un moment, c'est juste regardons à qui on donne les compétitions. Oui, t'as raison. L'Allemagne n'a même pas cherché. Peut-être falloir en profiter parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va avoir une compétition qui se déroulera pas dans des pays totalitaires. Ouais. Non, mais juste ça remet une pièce pour dire que l'Allemagne a hyper bien géré et structuré sa compète et bravo. Exactement. Qu'ils savent faire, quoi. C'est un pays de foot. En vrai, qu'on le veuille ou non, c'est un pays de foot. Ils ont des stades magnifiques, ils savent organiser. Rapidement, les gars, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui veulent redire un petit dernier mot sur quelque chose? On fait des petits pronos pour ce soir, peut-être, non? Un petit prono pour ce soir, allez, ça me va. Moi, tu peux y aller. Écoute, j'ai envie de dire 3-1 pour l'Espagne. Qui ce serait totalement mérité par rapport au but de la compétition. Ouais, moi je suis assez de cet avis-là. Complètement d'accord avec Zach. J'ai envie que l'Espagne gagne parce que c'est peut-être le seul truc qu'on a envie de retenir de cet Euro avec la Géorgie et la Suisse. Donc 2-1 pour l'Espagne. Allez. J'ai très envie que l'Espagne gagne, mais je vais partir sur un 2-1 pour l'Angleterre. Un bon vieux penalty d'Harry Kane qui va donner la victoire. Après, il s'excite, lui, à côté. C'est pas pour le coup, j'ai revu un petit peu mon avis sur les Anglais compte tenu de cette demi-finale qui a été quand même plutôt mieux gérée, avec un petit peu plus d'entrain, avec un Phil Foden qui était beaucoup plus à l'intérieur et beaucoup plus percutant et beaucoup plus créatif. Mais j'ose espérer quand même que le football sera respecté et que l'Espagne s'imposera. Et je vois Jude Bellingham sortir un bon match et être élu de manière complètement impromptue joueur de la compétition. Ouais. Ou si c'est pas ça viendrait symboliser tout cet Euro en fait qui n'a exactement. aucun sens. Sinon ce sera Rodri. Regardez, on a parlé peut-être Fabian Ruiz. La petite surprise Fabian Ruiz pour clôturer cette compétition. Bon les gars, merci beaucoup pour ce long débrief qu'on a fait de cet Euro. Je vais quand même clôturer par une petite salve de remerciements qui va prendre un petit peu de temps, mais on a quand même fait quasiment 37 ou 38 émissions, je crois, pendant cet Euro là en moins d'un mois, en moins de 40 jours. Donc pas mal de personnes à remercier. Hein ? Une par jour en gros. Une par jour ? Non, parce qu'on a... il y a eu des jours conférences, etc. Il y a eu des jours off et tout. Mais bref, une petite salve de remerciements, à commencer par les personnes qui sont intervenues ici à la Cité Fertile avec nous. David Glusman, Jean-Baptiste Guégan, Chérif Guémour, Jean Morel, Brice Bossavi, Jean-Marc Lenné, Jérôme Lata, Anouche Morel, Guillaume Buisson, Romain Molina, Alan Lemoine, Yacine Amned, Farid Boidela. Évidemment, toutes ces conférences sont disponibles sur nos plateformes d'écoute. On les a toutes repartagées et il y en a qui sont vraiment toutes même sont d'une très grande qualité pour le coup. On est très heureux d'avoir eu tous ces intervenants. Aussi toutes les personnes qu'on a eues pendant nos émissions quotidiennes, en plus de nous, Clément Delachaux, Loïc Besnier, Pierre Raffard, Ruben de Ligue Actu, Olja Rougelnik, Alex Ribeiro, Aldo de Foot Albanais, Gilles Juan, Mathieu Lille-Palette, tous les experts des previews qu'on a eu aussi avant l'Euro pour présenter les équipes, les 24 experts, dont certains que j'ai déjà cités pour 23, oui, puisque toi tu as fait la Slovaquie, c'est vrai. Je voulais remercier aussi Annie Gasnier, Bilal Nenman, Jérôme Thomas et Gilbert Bribois pour leurs différentes invitations sur l'After, sur RFI et sur Beurre FM, qui nous ont permis d'avoir aussi un petit peu plus de visibilité dans notre dispositif. Je voulais remercier, mais tu vas le faire pour moi, les personnes qui nous ont aidés pour merci à 2P2L pour les caméras, parce que c'est grâce à eux que vous nous voyez, et merci à Visual Impact France qui nous a fait un tarot de ouf et pour la location qui nous a permis de faire un dispositif de stream. Et un immense merci, et on va tous le dire, mais à la Cité Fertile, parce que moi, je vais juste vous faire mon petit couplet émotion traditionnel. J'ai passé un mois de kiff, vraiment de kiff. Et si l'Euro a pu être un peu décevant, on a créé des trucs très forts ensemble. Non, on a vécu, malgré les matchs pas ouf de l'équipe de France, on a vécu des moments incroyables où on a pu prendre le micro, participer à des quiz, organiser des quiz, des conférences devant 600, je pense même 700 personnes sur le France-Espagne. Et c'était très chouette. Et moi, du coup, j'ai trouvé un taf pour cet été. Je vais être Géo Club Med. Ouais, c'est ça. On a des petites animations Club Med, mais tu l'as dit, merci énormément à la Cité Fertile. Merci à Augustin, que je connais bien, qui nous a sollicité pour justement intervenir. Merci à Edouard qui bosse avec lui aussi, donc les équipes de la programmation. Merci à tous les barman qui nous merci ont à Jody, régalé. merci à tous les barman, merci à Jody, merci à Blanche qui nous ont fait aussi un petit peu de com, tous les régisseurs, j'ai plus tous leurs noms en tête, mais François, Raphaël, il y en a eu plein. Antoine ce soir encore qui nous accompagne et qui nous ont filé beaucoup d'aide sur le matos.
Merci à Adam qui nous a quand même accompagné, notre stagiaire pendant tous 7 euros, qui m'a beaucoup aidé sur tous les montages, sur la communication, etc. Merci à vous les gars, Alex, Zach, Tom. Toi je t'aime pas. À minima pour la partie technique quand même. Flo, Jules, Motas et Bilal évidemment. Oui, là, je sais la partie technique de Flo qui a appuyé sur un bouton et qui ne s'en est pas remis, évidemment. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi pendant tous 7 euros. Nous, on a pas mal augmenté le nombre d'écoutes. Les écoutes ont augmenté de manière conséquente et c'est aussi comme ça que notre média vit. Donc, c'est hyper cool de nous avoir écoutés pendant tous 7 euros. On espère que on a pu satisfaire un petit peu vos attentes sur cette compétition, bien qu'à la fin, on ait quelques petites difficultés à trouver des sujets. La quotidienne du jour, c'est compliqué. Du jour où il y a un petit peu de roue libre. Mais voilà, j'espère qu'on a pu satisfaire toutes vos attentes. Et on essaiera évidemment de refaire ça pour les prochaines compétitions. On l'avait fait sur la Coupe du Monde, on l'a fait sur l'Euro. Val, il faut quand même insister que c'est pas la fin, qu'on ne s'arrête pas là-dessus. C'est pas la fin, on sera là à la rentrée. On sera là à la rentrée. Normalement, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont disparaître aussi. Mais voilà, on est très content d'avoir pu faire tout ce dispositif. J'ai un dernier remerciement, moi. Ouais. Il est pour vous deux, messieurs. Ouais, exactement. Pour tout le taf abattu. Parce que Alex me disait de remercier Val, mais moi j'avais prévu de vous remercier tous les deux. Val pour toute l'organisation, évidemment, comme d'hab. Il faut vraiment se rendre compte que si ce média existe, c'est essentiellement grâce à cet homme qui est Valentin. Et Alex, si tout ça a existé à la Cité Fertile, c'est aussi en grande partie grâce à lui, grâce à ses contacts, grâce à son investissement. Et grâce à sa connaissance technique, surtout que je n'ai pas, et son taf. Et ils ont fait tout ça en menant leur vie professionnelle à côté. Ils ont fait tout ça en mêlant aussi toutes les quotidiennes, toute l'organisation et tous les enregistrements où nous on avait juste à enregistrer et préparer, mais eux en plus ils s'occupaient de la technique et des montages. Donc merci beaucoup à vous, mais ceux aussi. Merci beaucoup. Et du coup, restez connectés évidemment. On ne sera pas là pendant l'été. On viendra à la rentrée. Je ne sais pas encore quand exactement. Mais on n'est pas en live à la Cité Fertile tous les jours pour les jeux. Non, là c'est bon, c'est terminé. On va prendre quelques semaines de vacances. Mais évidemment, toutes les émissions restent disponibles sur nos plateformes. Et si vous souhaitez le partager à vos amis, c'est aussi comme ça que le média grandit. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous avez aussi la possibilité de le faire en nous soutenant financièrement via notre cagnotte Hello Asso, ce qui nous aide énormément et ce qui permet aussi de financer des dispositifs comme celui-ci. Ceux qui nous découvrent, c'est un peu l'occasion de remonter le catalogue parce qu'il y a un peu de choix. Exactement. Il y a un peu de choix, même si vous voulez éviter les quotidiennes parce que ça n'a plus trop de sens vis-à-vis du contexte. Mais il y a des cartons verts, il y a des formats courts, il y a des comex. 25 épisodes du comex avec des les comex sont intemporels, donc voilà, il y a du choix pour remonter. Exactement. On va clôturer là-dessus, les gars. Merci beaucoup. Merci on se dit à l'année prochaine. Inch'Allah. On se retrouve